Horus est mort. Terra agonise, en ruine. L'empereur est silencieux. Dans les décombres du palais, des survivants traumatisés émergent à la lumière d'une aube incertaine. De nouveaux puissants sont arrivés, après avoir traversé la galaxie pour apporter le salut à l'Imperium, mais ils sont déjà considérés tant comme des usurpateurs que des rédempteurs. Les survivants de la grande armada des renégats, maintenant éparpillés et désespérés d'échapper à une vengeance certaine, sont déchirés par le doute et la dissension, tandis que leurs dieux, eux, se taisent aussi. Au cœur de tout ce deuil et de toute cette confusion, certaines âmes optimistes veulent croire que la guerre est terminée et qu'une ère de renouveau commence. Mais les plus sages savent que c'est une guerre qui pourrait bien ne jamais se finir. Et la seule question de ce nouvel âge périlleux est de savoir qui s'élèvera au pouvoir et qui sera jeté à bas. Je suis Maestitia et depuis 2011, je critique les ouvrages de la Black Library pour le Reclusiam. Bienvenue. Salutations, aujourd'hui on attaque une toute nouvelle saga avec le tome 1 de la Grande Purge, j'ai dénommé Les Cendres de l'Imperium, écrit par Chris Wright et publié en décembre 2025 dans sa version originale. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vais dégrossir un peu le terrain. C'est pour moi l'occasion de continuer mes émissions critiques et de l'améliorer avec les recommandations que j'ai pu recevoir. Donc cette émission comportera une partie sans spoil et une partie avec spoil. Donc comme ça vous aurez les deux. Pour les personnes qui préfèrent lire, sachez que la critique est disponible sur le site. Donc l'émission est un peu en complément. Je préviendrai à partir du segment où il y aura du spoil, et pour ceux qui regardent la vidéo, il y aura aussi une alerte visuelle qui préviendra quand est-ce qu'il y aura du spoil et quand est-ce qu'il n'y en a pas. Comme ça permettra à chacun de prendre ses précautions. Autre chose, ce roman il est assez particulier. C'est pas un roman de bataille classique, c'est un roman transitoire, politique et institutionnel. J'ai pu lui trouver des comparaisons avec Imperium Secundus de Dan Abnett, qui était aussi un roman charnière qui permettait de faire le pivot entre beaucoup d'intrigues dans l'hérésie d'Horus. Donc il va y avoir des batailles, mais ça va être ça va être sur une toile de fond. L'histoire principale des Cendres de l'Imperium, ça a quelque chose de beaucoup plus lourd et conséquent et qu'il va falloir décortiquer morceau par morceau pour savoir où est-ce qu'on en est après la bataille de Serra. Car comme vous l'avez deviné, ou si vous avez fait vos devoirs et que vous êtes renseigné un petit peu sur cette saga qui est donc dénommée la Grande Purge, ça va être tout ce qui s'est passé après la défaite d'Horus et son annihilation, n'est-ce pas? Et donc on a beaucoup de choses à développer et à découvrir. Donc je vous rappelle de faire attention aux balises de spoil, et sans plus attendre, nous allons plonger dans le vif du sujet. Mise en contexte. Alors, pour situer le roman chronologiquement, c'est juste après la défaite d'Horus, et donc la fuite des renégats et la disparition de la plupart des entités démoniaques qui avaient assiégé le palais et Terra dans sa globalité, qui l'avait quasiment transformé en monde démon. Donc c'est pas un épilogue héroïque, c'est pas non plus une célébration de victoire, et c'est ça qui est intéressant. On va rentrer assez rapidement dans les problèmes, c'est-à-dire dans les questions. C'est vraiment un roman sur l'après, sur le vide de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour gouverner, l'empereur est devenu silencieux, il a survécu, mais la plupart du monde n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment sur Terra, ni ailleurs, étant donné qu'ils ont été coupés pendant quand même longtemps. C'est vraiment une reconstruction, c'est qu'elle soit sur le plan idéologique, politique et même militaire. C'est une fracture, c'est vraiment un traumatisme, c'est la continuité thématique est vraiment brisée. Il faut aussi insister sur le fait que, évidemment, ce roman parle
pour des gens qui ont lu les Résidorus et donc le siège de Terra. Je sais que ça paraît évident dit comme ça, mais si jamais vous tombez sur cette vidéo un peu au hasard, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc chronologiquement parlant, voilà, Horus a été défait, l'empereur est dans un sale état, et Guilliman vient tout juste de débarquer. Roboute Guilliman vient tout juste de débarquer, avec une flotte quasiment intacte par rapport à celle de Rogaldorn, qui elle a été usée petit à petit jusqu'à ces derniers légionnaires. Donc je vais en parler un peu plus dans le prochain segment, mais voilà un peu pour vous expliquer la situation sur Terra. Donc c'est vraiment le bordel, c'est la dévastation, et comme je l'ai dit, et c'est là le plus important, c'est qu'il n'y a plus personne au pouvoir. On n'a plus l'empereur, mais on n'a plus le sigillite non plus. Et les primarques qui restent, eh bien, ils sont extrêmement usés. Je parlais de Dorn, mais il y a aussi Vulcan, il y a le Khan aussi. On a perdu Sanguinius, entre-temps, mine de rien. Donc les Blood Angels qui sont sur Terra, ils sont orphelins, littéralement. Donc c'est vraiment un contexte très intéressant, et comme je le dis, qui n'a jamais été narré. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment après l'effondrement du siège. Donc on sait ce qui s'est passé au 41e millénaire, il y a quelques textes qui nous disent un petit peu les événements, la chasse qu'ont mené les loyalistes envers les renégats jusqu'à les pousser dans l'œil de la terreur, mais à part ces quelques lignes, on n'a pas beaucoup d'informations. Et bien là, cette saga va remédier au problème, et on a la chance d'avoir Chris Waite aux commandes, qui est un bon auteur, de façon, je pense, unanime. Le travail qu'il a pu faire concernant les Space Wolves, ou surtout, je pense surtout aux White Scars, et même à sa participation dans les Résidorus en général et dans le siège de Terra, ça a toujours été des ouvrages de qualité. Et je pense que s'il a été choisi pour rédiger ce premier tome, c'est pas un hasard. C'est pas du Dan Abnett, mais je pense qu'il a beaucoup de pertinence et de talent pour écrire pour donner du sens aux choses qui en ont pas forcément. Je dis ça parce que je pense surtout aux White Scars, qui était une légion qui était très peu écrite, pour pas dire pas du tout, et il a réussi à lui insuffler vraiment une authenticité, avec les loges qui étaient quand même bien répandues chez les White Scars, au point où une bonne partie de la légion était du côté du maître de guerre Horus, et pas du primarque Jagatai Khan. Donc, et ça, il nous l'a fait sur 2 romans de très bonne facture, donc moi c'est un des bons souvenirs que j'ai de lui. Et donc de le voir écrire le premier tome, je me dis que non seulement il a pris en assurance avec les années, mais en plus ça veut dire que la compagnie éditoriale lui fait confiance pour venir créer une bonne introduction à cette nouvelle saga. Ce qui n'est pas facile, de la même manière qu'on a eu Dan Abnett pour ouvrir le bal de l'hérésie d'Horus, et on a eu Dan Abnett pour clore le bal du siège de Terra. Là maintenant on voit que c'est Chris Waite qui s'occupe de l'ouverture, donc c'est plutôt positif, car c'est un auteur qui est assez talentueux, donc on verra par la suite s'il a réussi à remporter toutes les missions, parce qu'il y en avait quand même pas mal. C'est pas un roman facile, voilà. Même pour le lecteur, alors j'imagine à peine pour l'écrivain, mais pour le lecteur, ça va être un roman exigeant, donc il va falloir s'accrocher un petit peu. On va plonger un peu plus avec les personnages, et je vais pouvoir vous parler en détail de qui sont les participants de cette nouvelle aventure. Dramatis Personae. Alors je vais vous présenter les personnages majeurs sans trop détailler leur arc, ça reviendra dans un prochain segment. Je vais mentionner la présence des autorités impériales, des autres figures militaires qu'on va passer outre, certains éléments du Mechanicum aussi. Alors, le roman n'est pas centré là-dessus, même si on sent qu'il y a déjà une machine qui essaye de se remettre en branle. Il faut rappeler que Mars est toujours occupé.
et que Luna est toujours occupée. Donc on se retrouve quand même avec deux planètes majeures qui sont aux prises encore des traîtres. Une chose que j'ai aimé concernant les personnages, c'est qu'ils sont pas là pour briller, mais ils sont plus là pour incarner des positions idéologiques ou des questionnements. Donc j'aime cette approche de Wraith, parce qu'il n'y a pas de héros flamboyant, quoi. On va pas être surpris par... même les Primarques, ils sont dans un état tellement misérable et tellement fébrile en termes de santé mentale qu'ils font plus pitié qu'autre chose. On voit que chaque individu, que ce soit des Primarques, donc des demi-dieux, comme du Space Marines ou même des humains, parce qu'on va en croiser dans ce roman, même s'ils sont pas majoritaires, mais tous ces individus-là, ils sont pris dans une machine qui est beaucoup plus grande qu'eux, et chacun essaye de donner du sens à ce qui est en train de se passer, et de redonner du sens un petit peu à ce qui se passe. Donc, concernant le dramatisme, on va avoir en termes de Primarques Roboute Guilliman, Rogal Dorn, Vulcan, Leman Russ, Lionel Johnson et Jagatai Khan. Donc pour ce qui est du Khan, ceux qui ont lu le siège de Terra jusqu'à la fin, on a vu que son affrontement contre Mortarion s'était soldé par un match nul. Il était dans un sale état. Évidemment, on va avoir une petite nouvelle dans le recueil, je pense que c'est Les Flammes de la Trahison, qui a été édité, qui est un peu bâtard d'ailleurs, qui ne correspond pas vraiment à ce que la version originale apporte. Mais bon, toujours est-il qu'il y a une petite nouvelle qui nous raconte que le Khan se réveille. Donc il avait été dans un coma pendant un petit moment, là il se réveille. Je vous rassure, on l'entendra pas beaucoup parler dans ce tome-là. Il est toujours dans un sale état. Ce qui m'a surpris, c'est de voir Leman Russ et Lionel Johnson. Donc ça, je reviendrai aussi là-dessus. C'était intéressant de voir les deux Primarques qui peuvent pas se voir ensemble. Vulcan, qui lui aussi est un peu dans le même panier que Jagatai, c'est-à-dire qu'ils ont encaissé le siège du mieux qu'ils ont pu, et maintenant ils sont c'est un peu l'ombre d'eux-mêmes. Voilà, ils sont un petit peu fatigués, un peu sur les accus. Et on en vient aux deux champions, c'est-à-dire Rogal Dorn et Roboute Guilliman. Et là, on va avoir un clash tout le long du livre, parce qu'on va avoir deux Primarques qui sont complètement différents, deux idéologies qui sont complètement différentes, et surtout deux caractères qui ont une manière d'approcher les problèmes différente. Et ajoutons à ça deux états d'esprit qui, selon la situation, sont éprouvés d'une façon différente. C'est-à-dire que Dorn, il a tenu le coup tout le temps, depuis la première fortification jusqu'à la défaite d'Horus. Donc c'est quelqu'un qui est épuisé, qui a été coincé pendant beaucoup trop longtemps, et qui a qu'une envie maintenant, c'est de lâcher prise, quoi, de briser sa laisse et de partir chasser les traîtres. Et d'un autre côté, on a Roboute Guilliman qui débarque avec une flotte quasiment rutilante, tellement elle n'a pas servi, et qui vient imposer sa politique et ses chiffriers Excel. Donc on va avoir ce clash, on va avoir cette guerre entre frères du début jusqu'à la fin, parce que ça va être deux mentalités qui vont s'opposer. Donc du côté des Ultramarines, on va le suivre évidemment avec le Primarque, mais surtout avec le maître archiviste Titus Praeto. Donc c'est un personnage assez intéressant, car c'est un archiviste, et rapidement à travers lui on va voir que il y a des choses qui ont changé. Voilà, l'immatérium, le warp et tout ça, il y a comme une espèce de silence. La résonance n'est plus ce qu'elle était. Et depuis que Horus a été banni, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc Titus est un personnage intéressant, mais profondément ultramarine. C'est-à-dire que il va suivre, je vais dire bêtement, les ordres de son Primarque et de son idéologie. Côté Imperial Fist, par contre, on a un peu plus de nuances. On va avoir Arcamus, donc le maître des Huscarls, et Sigismund, le champion de l'empereur. Alors Sigismund, il va venir le temps d'un chapitre ou deux, mais il va avoir une importance très importante, concernant la nouvelle mentalité des Imperial Fist. Voilà, on sait que Sigismund va jouer un rôle
majeur dans 40 000, en fin de compte. On va pas trop spoiler, mais vous êtes quand même plus ou moins au courant que les Black Templars ne viennent pas des Ultramarines. Donc moi je l'attendais au tournant et j'ai pas été déçu. Alors on n'a pas non plus des révélations de fou furieux, mais on sent qu'il y a un début. Il commence à préparer le terrain pour Sigismund et la croisade. Et Arcamus, le maître des Urscales, deuxième du nom, qui était assez phénoménal tout le long du siège de Terra, lui va être un peu plus dans le miroir de Titus, le maître archiviste ultramarine. Là on va avoir Arcamus qui va faire le boulot de Rogaldorn. Mais avec une certaine réserve. Dorn est vraiment dans un état d'esprit particulier dans ce roman, et Arcamus est plus, on va dire, académique. Ensuite, on va avoir les Iron Warriors. On va suivre Ortag Théocon, qui est un maître de forge, et qui est en pleine fuite, tout simplement avec quelques-uns de ses joyeux lurons, et il fout le camp du siège, quoi. Donc lui, ce qui va être intéressant, c'est que lui, son primarque, il a déjà foutu le camp. Et il a décidé de rester pour mener le combat au siège de Terra, et quand ils se sont rendus compte que la mayonnaise elle prenait pas, voilà quoi, ils ont fait demi-tour assez rapidement. Donc lui il est dans un état d'esprit Iron Warrior, c'est-à-dire on s'est fait défoncer alors qu'on pensait qu'on allait gagner, on n'aurait pas dû faire confiance à leur connerie de dieu et toutes ces choses-là, maintenant il n'y a plus personne et on s'en va à la queue entre les jambes. Donc on va avoir un côté très pragmatique, très brut, très froid Iron Warriors, et c'est ça qu'on veut d'eux. Et ça va venir contraster avec les Wordbearers. Alors les Wordbearers, ils vont être incarnés par Adrarsis, qui est un apôtre noir. Et ils vont se retrouver les deux parce que les deux sont en fuite. Sauf que d'un côté, on a quelqu'un de très pragmatique et qui ne supporte pas, en fin de compte, l'utilisation de la magie. Et de l'autre, un Wordbearers qui ne vit que pour les dieux, quoi, pour la vérité et pour les dieux. Et donc on va avoir deux idéologies, encore une fois, opposées, avec l'un qui dit vous nous avez bien niqué avec vos histoires de démons, et l'autre qui dit ouais mais les choses n'arrivent pas par hasard. Donc on va avoir vraiment aussi un tandem assez intéressant en termes d'idéologie, et il va y avoir certains points, certaines informations qui vont pouvoir être glanées par l'apôtre noir, qui lui a toujours cette connexion. C'est un peu le miroir aussi inversé de l'archiviste ultramarine Titus, qui va être le côté renégat. Donc lui il est encore connecté, il cherche pourquoi les dieux ne répondent pas, oui on fuit, mais il y a quelque chose de particulier, on a encore peut-être une carte à jouer. Enfin, les gars ils sont super optimistes, donc un personnage intéressant. Et puis on va avoir les Sons of Horus. Alors les Sons of Horus, ce qu'on va surtout avoir d'eux, c'est le maître apothicaire Vardesh Kreia. Alors Vardesh Kreia, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui lui est basé sur Luna, qui a été laissé là, abandonné au moment de la défaite cuisante d'Horus, mais qui est toujours sur Luna, et que il sait que ça va pas tarder à venir. Donc, mais le personnage est bien écrit, il a une mentalité hyper intéressante, parce que c'est un Sons of Horus, c'est-à-dire que c'est un fils d'Horus Lupercal, qui est en pleine, certains pourraient croire en pleine remise en question, mais pas du tout. Pas du tout. De tous, c'est celui qui se remet le moins en question, et je rentrerai dans le détail un peu plus par la suite, mais très intéressant. On le voit pas beaucoup, on le voit surtout vers la fin du roman, si je dis pas de bêtises, milieu, fin de roman, mais il a une mentalité, et la façon dont il est mis en scène par l'auteur, j'ai trouvé ça très fidèle, en fin de compte, à un fils de Ctonia. Donc Vardesh. Après, on va voir un petit peu le mélange un peu hétéroclite de Salamanders, de Space Wolf, de Dark Angel, de Blood Angel. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez superficiel. Après, par contre, on va avoir, là où ça commence à être un petit peu intéressant, c'est ce qu'ils appellent le Senatorum Imperialis. Alors là on commence à citer des noms un petit peu dérangeants, dans le sens où ça va être tout ce qui est l'administration, les hauts seigneurs de Terra.
ils sont pas présentés comme ça tout de suite, mais ils vont vite être introduits de cette manière. Donc on va en avoir plusieurs. On va avoir le maître de l'administratum, on va avoir le maître de cœur de l'Adeptus Astra Telepathica, le haut amiral de la marine impériale, le fabricateur général, donc ça c'est notre comment on appelle ça, le fabricateur qui est en exil sur Terra parce que Mars est aux mains des renégats. Mais on va avoir le grand prévôt, on va avoir le seigneur commandant, on va avoir le chancelier de domaine, l'émissaire. Bref, on va avoir une chier de personnages humains qui, à la suite de la défaite d'Horus, vont essayer de se partager le gâteau. Tout simplement. Et chacun va vouloir sa part du gâteau. Et ces personnages-là, mais ils vont avoir un rôle très important. Parce que au moment où le roman débute, c'est Roboute Guilliman qui a pris le pouvoir. Sauf qu'il y a ce petit groupe d'humains qui a survécu au siège, qui est en train de se dire bon, on va pas laisser les primarques commander, ils sont pas là pour régner sur Terra, donc il va falloir leur reprendre le pouvoir. En parallèle, on va avoir la serre de l'empereur, donc enfin les serres de l'empereur avec Constantin Valdor, Amon et d'autres sœurs du silence, relativement survolables. C'est des personnages qui sont là parce qu'il fallait être là, mais enfin bon, avec la déculottée qui se sont prises, il y en a plus beaucoup, et à l'heure actuelle, ils servent plus à grand chose. Donc on va les voir, mais de façon assez succincte. On va avoir par contre tous les élus de Malcador qui ne sont pas morts. Donc Khalid Hassan, Moriana, Xanthus, Kendall et Kirill Sinderman qui va venir se faufiler là-dedans. Donc les élus de Malcador sont super importants, super intéressants parce que le sigillite n'est plus. Donc qui est-ce qui va récupérer le commandement de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a bâti? Donc là on va avoir vraiment des personnages intéressants avec Khalid Hassan qui va essayer de naviguer entre d'un côté les primarques et d'un côté les hauts seigneurs de Terra. Donc intéressant. Autant dans le siège de Terra, ils avaient une importance plutôt résiduelle, parce qu'en fin de compte, personne ne les écoutait vraiment, ils ne servaient pas à grand-chose. Autant dans celui-là, ils vont commencer à cimenter quelque chose de fort, et ils vont jouer leur part d'équilibre dans ce nouveau gouvernement, dans cette nouvelle politique qui va s'instaurer au sein de Terra. Donc voilà un petit peu pour le Dramatis Personae. Il y en a d'autres que j'oublie ou que je ne nomme pas, comme toujours. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman. Mais il y en a beaucoup, oui et non. Il y a beaucoup de personnages, mais il y a beaucoup de personnages importants. C'est ça qui va être un peu lourd dans ce roman, c'est qu'il y a beaucoup de personnages importants. Donc il va falloir être vigilant pour savoir, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de chaque intrigue. Thèmes abordés. Alors, toujours dépourvu de spoil, je vais énumérer, on va dire, les grands thèmes sans trop les développer. Donc on part sur un roman d'après-guerre et de traumatisme. C'est vraiment pour les renégats, ça va être la survie. C'est pour ceux qui sont encore vivants de réussir à quitter le système, quitter le système de sol encore en vie, en sachant que tous les points de départ sont gardés par les loyalistes. C'est vraiment la politique, en fait, elle va être restée en vie du côté des renégats. Du côté impérial, c'est le vide. C'est le vide au niveau du pouvoir. Alors oui, on a Guilliman qui est en place, mais on sent que ça va être temporaire, même si c'est une personne très capable. Il n'a pas à régner sur Terra, et ça, Dorn il est au courant, les hauts seigneurs de Terra sont au courant, Hassan, l'élu de Malcador, est au courant, donc on sent dans un gouvernement transitoire. Donc c'est difficile à tout le monde de respecter la position de chacun, c'est-à-dire que lorsque les ultramarines débarquent sur Terra et commencent à ranger le souk, les Imperial Fist le voient d'un mauvais œil. Il y a quelques passages où on voit justement la comparaison en termes des armures. Les armures des Imperial Fist, elle est ravagée, elles ressemblent plus à rien, ils ont tellement encaissé que ils sont dans un sale état, et les ultramarines, ils arrivent tout brillants, tout beaux, et ils s'assoient sur le trône, ça passe pas.
d'un autre côté, on sent que c'est aussi la naissance d'un impérium autoritaire. C'est-à-dire que, bon, l'impérium a toujours été autoritaire, vous allez me dire, mais là, on sent que la bride va être bien serrée. Parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, il n'y a pas le choix, et on veut plus d'ambiguïté, et, quelle que soit la personne qui va s'asseoir, on va dire, à la table du gouvernement de Terra, il va falloir que ça soit très très strict. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la peur du chaos. Voilà. La chose qui est importante aussi, c'est de voir que le siège de Terra et les Résidorus, ça a prouvé quoi? Que les démons existent, que les dieux existent, et qu'ils sont très très puissants. Donc maintenant, on peut plus nier l'existence des créatures un petit peu démoniaques. Donc il y a une remise en question fondamentale de l'Imperium à ce niveau-là. Après, on a une ambiance de méfiance généralisée, parce que plus personne n'a confiance en plus personne. Je veux dire, il faut se rappeler que ceux qui ont été corrompus, ça reste des primarques. Donc, qui nous dit que Roboute ou Dorn ou n'importe quel autre ne pourrait pas lui aussi à un moment donné succomber à la trahison ou à la folie ou que sais-je. Donc, du point de vue des humains ou des seigneurs de Terra, c'est tout à fait valide comme peur et comme méfiance, quoi. Donc on va avoir plein de choses qui vont se mélanger. Moi j'ai beaucoup aimé cette situation, parce qu'elle est extrêmement instable, la victoire impériale n'en est pas une. C'est un véritable effondrement des idéologies, c'est une remise en question complète. Ils savent pas par où commencer. En fait c'est simple, c'est tellement le bordel qu'ils ne savent pas par où commencer. Et on va avoir deux écoles. L'école des croisés, donc avec Rogaldorn qui est en mode, là maintenant on va pourchasser les renégats et on va tous les exterminer parce qu'ils sont encore en vie et c'est insupportable, inadmissible qu'on les laisse respirer. Et de l'autre côté, on va voir Roboute qui va dire non, là, on va pas commencer à courir après tous les chats qui sont échappés, là il faut reconstruire et il faut récupérer tout ce qu'on a perdu, donc notamment Mars, Luna, etc. Donc, deux fortes têtes, deux forts caractères et deux idées complètement différentes. C'est vraiment le cœur du roman, et c'est hyper intéressant parce que les deux ont raison, les deux ont des points complètement valables, et c'est difficile d'être d'un côté plus que d'un autre. C'est vraiment subtil comme problème, et Chris Wright il a cette capacité même si on a toujours nos préférés, il est capable de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de bonne réponse à tout ça. Il y a des accointances, mais des bonnes réponses en tant que telles, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Après voilà, en termes c'est clair qu'en termes de bataille, ça va être relativement faible, mais on sait que ce tome-là il est pas là pour nous raconter des batailles, il est là pour nous raconter qu'est-ce qu'on fait maintenant alors que tout est en cendres. Donc ça c'est intéressant. On va voir aussi toute la perception des dieux qui à l'heure actuelle ont disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écho, il n'y a plus de résonance. Alors ça ne veut pas dire que les vaisseaux ne peuvent plus voyager dans le warp, ça fonctionne toujours, mais il n'y a plus les archivistes et tout ça pour venir canaliser l'énergie et pour sortir un pouvoir. Ils vont avoir beaucoup plus de difficultés parce qu'il n'y a plus cette électricité, si je puis dire, il n'y a plus ce contact. Donc on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de questions qui se posent, où Roboute va être du style à dire regardez, le chaos a disparu. Et Dorn, il va être du style non, ça n'a pas disparu, ça va revenir. Et quand ça va revenir, il va falloir qu'on soit prêt parce que sinon on va se reprendre la même chose. Et il faut pas, parce que on survivra probablement pas. Donc c'est super intéressant de voir ces deux primarques se mettre sur la gueule non-stop, jusqu'à la grande scène du conseil qui est en fin de compte la première de couverture où on voit Roboute et Dorn s'obstiner. Cette scène qui arrive à peu près à la moitié du roman, si je dis pas de bêtises, elle est sensationnelle. Elle est sensationnelle parce que c'est jamais un seul contre un seul. Il y a plein d'autres ramifications. Il y a ces hauts seigneurs de Terra qui vont venir aussi mettre leur grain de sel. Et en fin de compte,
on prend conscience que la gouvernance de Terra est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît et que le pouvoir risque de sauter d'une tête à une autre avant de se stabiliser. On sait que dans 40K, ceux qui gouvernent Terra, ce sont les hauts seigneurs de Terra, ça en aucun cas les Primarchs ni les Space Marines. Mais pour en arriver là, c'est pas facile de tasser Roboute Guilliman du siège impérial. Donc il y a ce thème-là qui est super intéressant, qui est bien écrit. Et comme je vous dis, on a beau aimer Dorn ou on a beau aimer Guilliman, les deux, ils ont leur point. Je veux dire, il y a un sentiment de survie et de vengeance qui viennent se frictionner et qui peuvent pas cohabiter. C'est soit on se venge, soit on se protège. C'est soit l'un soit l'autre. Et étant donné que Dorn s'est protégé pendant plus de 7 ans, là, il a qu'une envie, c'est de chasser l'hérétique, quoi. Donc c'est cool de voir ce personnage dans cet état d'esprit, parce que jusqu'à présent, Dorn, c'était la retenue, la mesure, le stoïcisme. Mais là, tu sens que c'est fini pour lui, là, il faut qu'il y aille. Et il se retrouve bloqué par Roboute qui lui dit non, on va faire les choses correctement. Étape numéro 1, reprise de Luna. Étape numéro 2, reprise de Mars. Étape numéro... L'autre, il dit non, moi je peux plus, quoi. On va avoir aussi les primarques de Space Wolf et Dark Angel qui vont débarquer un peu comme sur des cheveux sur la soupe et qui vont venir faire peser la balance, c'est ça, faire peser la balance d'un côté plus que d'un autre. Est-ce qu'on poursuit les renégats ou est-ce qu'on récupère les territoires perdus? Et on parle de Lionel Johnson et de Leman Russ, qui sont deux aussi personnages très très forts de caractère, même si l'un est un petit peu plus taciturne. Ils sont réputés pour être assez virulents dans leurs actions, que ce soit leurs paroles comme leurs actes. Donc on va avoir cette espèce de soupe d'autorité en fin de compte illégitime, parce que le seul qui a le droit de régner sur Terra, c'est l'empereur, et après l'empereur, c'est le sigillite. Manque de bol, il n'y a plus l'un et il n'y a plus l'autre. Donc voilà, ça c'est rappeler que ça reste un roman politique, où on va voir des institutions se taper dessus, mais pour la survie. Ça reste encore une fois la survie. Du côté chaos, c'est beaucoup plus fébrile, dans le sens où déjà les renégats, entre eux, ils n'étaient pas d'accord, déjà avant. C'est le principe du chaos, hein. Pour se mettre d'accord, ça prend un élu, et c'était Horus Lupercal. Maintenant qu'il n'y a plus Horus, il n'y a plus de cohésion du tout. Donc déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup avant, maintenant, c'est chacun pour sa poire, et tant pis. Donc le fait d'avoir d'un côté l'Iron Warriors et de l'autre côté le World Bearers, là encore une fois, on va avoir une fuite qui est méthodique, et de l'autre côté qui est optimiste. Donc on va apprendre grâce aux World Bearers un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le Warp. Pourquoi ça fonctionne plus? Est-ce que les dieux ont vraiment cessé de parler pour de bon, ou est-ce que c'est une pause? Est-ce qu'ils font un petit break en attendant de revenir en force, ou est-ce qu'il faut faire quelque chose en particulier pour les inciter à revenir? Donc il y a toutes ces questions qui vont être plus ou moins répondues. Et de l'autre côté, comme je vous dis, on a l'Iron Warrior qui n'a qu'une seule envie, c'est de faire autre chose, de retrouver son primarque et de voir qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Donc eux, ils sont vraiment perdus, parce qu'ils savent pas du tout quoi faire, à part rester en vie. On va avoir aussi un petit passage avec ce qu'ils appellent les égarés, les damnés, donc qui sont en fait des humains qui ont été corrompus par le chaos, mais qui, avec le temps, se rendent compte que est-ce que c'est vraiment la bonne chose qu'on a fait de partir et de suivre le maître de guerre? Bref, il y a plein de thèmes comme ça qui reviennent et qui ont leur importance et qui seront développés un peu plus dans le prochain segment. Donc j'espère que ce que je vous ai raconté là, ça vous a donné envie de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Cependant, à partir de maintenant, je vais développer un peu plus les intrigues, raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé. Donc ce segment est le dernier qui était dépourvu de spoil. Soyez avertis. Développement des thèmes. Alors à partir de maintenant, il va y avoir du spoil. Alors on va développer un petit peu plus comment le roman montre la transformation politique de l'Imperium, comment la peur structure les décisions, surtout pour Terra. Donc comme je disais, les humains, les seigneurs de Terra, ils ont peur des primarques, ils ont peur
des Space Marines, ils ont peur des légions, ils ont peur que ça recommence, que la victoire, qui en fin de compte juste la victoire aura été une simple survie parce que l'empereur est mis hors jeu, le Sigit n'est plus là non plus, donc il va falloir bien des hommes et des femmes pour reprendre un peu le pouvoir. Et il y a cette peur du transhumain et des Space Marines. On va voir aussi la montée de la centralisation du dogme, c'est-à-dire que maintenant on essaye vraiment de tout concentrer sur une idéologie, et cette idéologie-là, elle est très bâtarde. Il y a le personnage de Kirill Sanderman qui est vraiment intéressant dans le roman, parce que encore une fois, il revient à la charge avec Dorn. D'abord, il parle à Arcamus pour lui dire « faut que je parle à Dorn », et quand il a l'occasion de parler avec Dorn, il lui dit « il va falloir se préparer, parce que les démons, ils vont revenir ». Et si vous nous ressortez la même connerie que le traité de Nicéa en disant « ouais, on n'utilise pas les archivistes », on va se faire déglinguer. Donc il faut vraiment penser à ça. Et Dorn, il lui dit « oui, t'as raison, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc il lui donne en gros carte blanche pour réunir ses sbires. Il y a un petit délire interrogateur, inquisition. Moi je sens les prémices de l'inquisition avec Kirill Sanderman, parce qu'il est devenu bien fanatique, quoi. Donc, et puis c'est pas qu'il est devenu fanatique, c'est qu'il a assisté à des miracles. Et on rappelle que dans la montagne creuse là, avec l'invasion de la Death Guard, où Frati Killer a été protégé par Sigismund, et ensuite ils ont été rejoints par Corswain, il s'est passé des choses inexplicables, en tout cas que la vérité impériale ne peut pas expliquer. Donc il y a cet aspect de la religion en fin de compte, et de la spiritualité et la religion qui devrait être au cœur du roman, mais qui ne l'est pas encore parce que c'est un sujet encore trop tabou. On est au tome, c'est le premier tome, hein. Ça a beau être un gros roman, c'est juste le début, et on voit qu'il y a beaucoup de progrès à faire au niveau de la religion, quand je dis la religion, c'est du culte, parce que c'est un culte, parce que l'empereur, il va devenir l'empereur Dieu. Il l'a toujours été, plus ou moins, mais là, il va falloir commencer à vénérer quelque chose de brillant, parce que si on ne donne pas quelque chose à croire aux gens, ils vont finir par croire au chaos. Et s'ils croient au chaos, ça deviendra des ennemis. Donc Kirill Sanderman va être un peu le rouage qui va essayer d'intentionner ça. Et donc Rogal Dorn, il va dire oui, mais pour faire ça, il faut prouver que le chaos est encore là, il faut des preuves, quoi. Là, il n'y a plus rien. Donc il va mandater Arcamus pour trouver des preuves. Et entre-temps, il va tomber sur Sigismund. Et Sigismund, il est en mode berserk, mais mode templier. C'est-à-dire que il massacre tout ce qui touche, et quand il a fini, il est en mode méditation, tu vois. Donc il y a un dialogue justement où Arcamus il trouve Sigismund et ils discutent, et Sigismund est exactement dans le même état d'esprit que Dorn, en lui disant non mon ami, là il faut arrêter de niaiser, il faut récupérer, il faut tout reconquérir. Là c'est la tirade qu'il avait eue dans les Résidorus à travers la plume d'Anamnet en disant de Loken que c'était un naïf et qu'il se battrait pour toujours, parce que dans les ténèbres d'un lointain futur il n'y a que la guerre. Là il est en train d'appuyer sur la plume et pour nous dire exactement la même chose. Là c'est fini, on est parti, on est en croisade, il faut y aller, quoi. Mais avec une dose de mysticisme, c'est-à-dire que Sigismund il a récupéré quand même l'épée noire, qui n'est pas n'importe quelle épée, qui a une épée vraiment, imbibée d'une énergie particulière, et ces choses-là auxquelles il ne croyait jamais, et bien maintenant elles font de plus en plus de sens. On se rappelle quand même que Sigismund il en a pris plein la gueule par Dorn, sous prétexte qu'il a écouté Euphrati Killer plutôt que d'écouter Dorn, parce qu'il aurait pu y passer au moment de la bataille de Fall. Et donc il a encaissé les remontrances de Dorn pendant quasiment 10 tomes de terrain. Mais là maintenant, qui c'est qui a raison, qui c'est qui commence à donner du poids à ce qui s'est passé avec Killer et tout ça? Maintenant c'est Dorn, c'est maintenant les Imperial Fist qui se disent peut-être qu'il avait pas, son intuition n'était pas mauvaise à Sigismund. Donc lui il est vraiment dans un autre mode, mais intéressant de voir que justement la Légion commence déjà à se scinder, que les Imperial Fist commencent déjà à développer un côté croisé bien
bien appuyé. Après, de quoi on pourrait parler en termes de développement des thèmes, on va avoir quelque chose qui est important sur Terra, c'est Hassan et les élus de Malcador. Malcador, eux, ils se retrouvent le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps que ça, c'est eux qui faisaient tourner la baraque, littéralement, et ils se sont fait complètement évincer par Robot Guilliman. Donc oui, il apporte des bonnes choses, mais c'est pas sa place. Donc et le problème, c'est qu'il a plus aucun point maintenant. Oui, il a un héritage du sigillite, mais ça pèse tellement rien, parce que c'était tellement dans le secret le sigillite, et à la fin le pouvoir était plus ou moins partagé entre le sigillite et Rogaldorn, parce que c'est celui qui s'occupait de la défense de Terra, que maintenant qu'il n'y a plus lui, Hassan et ses copains là, ils sont un peu ostracisés, quoi, ils servent plus à rien. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète. Et d'un côté on a les primaires, et de l'autre côté on a les hauts seigneurs de Terra, qui ont beaucoup plus de poids que Hassan, quoi. Et donc on va suivre Hassan dans sa quête de essayer de trouver sa place et de se mettre un petit peu, de se remettre un peu dans le game, hein, comme on dit. Et ça va se jouer grâce, donc là je spoil, hein, grâce aux assassins. Grâce au culte des assassins qui a toujours existé au sein de l'Imperium. Et le roman nous rappelle que le plus grand des assassins, ça reste le sigillite. C'est-à-dire que le sigillite a toujours travaillé dans l'ombre de l'empereur, mais avait aussi la main sur tous les temples d'assassins. Et donc on a eu quelques romans de l'Hérésidorus qui nous ont expliqué plus ou moins, avec plus ou moins de succès, les assassins. Et là on nous rappelle que les assassins ont toujours travaillé pour le sigillite, et que les assassins, ils sont faits juste pour ça, assassiner. Ils sont pas là pour réfléchir. Ça a jamais été des outils politiques. Ce sont des armes. Et c'était le sigillite qui devait les employer à bon escient. Et là maintenant le sigillite n'est plus là. Donc les assassins vont venir se proposer, de façon évidemment furtive, à Hassan, pour lui dire, écoute, nous on est à ton service. Et nous on peut faire pencher la balance. Et c'est de cette manière que Khalid Hassan va reprendre le siège qui lui est dû au Conseil de Terra et parmi les hauts seigneurs de Terra, parce que les hauts seigneurs de Terra, ils en ont rien à carrer de lui, et ils veulent s'en débarrasser parce que ça fait plus de gâteaux pour les autres. Donc Hassan, dans cette nouvelle saga, il est intéressant. Je sais pas ce que ça va donner, parce qu'on sait qu'avant de mourir, le sigillite, il a comme délégué ses derniers plans, ses derniers projets à tous ses élus. Alors évidemment, il t'a balancé ça en bordel, il va falloir remettre ça en ordre, mais on sait qu'il les a laissés avec un héritage. Tous les élus, et notamment Hassan, a un héritage de sigillite avec des plans. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais on sait qu'il y a quelque chose. Donc, pour ma part, je trouve que les élus de Malcador ont un rôle très important, même s'ils sont... Dans le roman, on ne va pas trop les voir, mais à chaque fois qu'on va les voir, ils vont avancer, quoi. Ils vont avancer, ils vont se développer. Donc ça, c'était quand même important. Concernant les hauts seigneurs de Terra, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est une espèce d'une oligarchie, on va pas se mentir, c'est une oligarchie qui veut le pouvoir pour elle-même et tasser tous les autres. Et évidemment, dans cette oligarchie, elle est du côté de Robot Guilliman. Pourquoi ? Parce qu'elle veut remettre à propre le système Sol avant de partir chasser l'hérétique. Donc il faut récupérer toutes les planètes, il faut pacifier tous les territoires qui ont été envahis et vraiment éradiquer tous les traîtres là où il y en a encore. Et donc ça, c'est plus ou moins l'Imperium et, comme je disais, les vecteurs idéologiques. Après, on va avoir, du côté du chaos, des personnages, comment dire, avec l'Iron Warrior, avec Ortag, on voit tout de suite que lui, il a qu'un seul objectif, c'est survivre, s'enfuir et survivre. Le roman commence comme ça, et le roman finit comme ça c'est intéressant. Théoconn est vraiment dans une mentalité faut y aller, quoi. Donc évidemment, quand il se trouve nez à nez avec un World Bearers, ça clash, quoi. Ça clash de façon soft, parce que les deux sont dans la merde, enfin leurs deux groupes de guerre, enfin ce qui reste de leur groupe de guerre est dans la panade, et ils peuvent pas faire des miracles, fait qu'ils sont obligés de cohabiter. Donc déjà que c'est difficile de faire cohabiter un Ultramarine et un Imperial Fist, alors imaginez un World Bearers et un Iron Warrior. C'est vraiment drôle parce que si on regarde le roman d'un peu plus loin, on a donc les Ultramarines, mais de l'autre côté on a le World Bearers,
Et d'un côté, on a l'Imperial Fist, et de l'autre côté, on a l'Iron Warriors. Donc c'est vraiment les némésis des uns et des autres. Donc j'ai trouvé ça plutôt ingénieux et harmonieux dans la Discord. Donc c'est cool. J'ai bien aimé ça. Le personnage du World Bearers est vraiment illuminé. Mais il a une intuition qui est véridique. C'est-à-dire qu'il croit là où les autres ne croient pas. Et cette croyance aveugle, hein, complètement fanatique, elle a quand même des bases solides. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez connaître une formule chimique, c'est toujours bien de demander ça à un chimiste et pas un charpentier par exemple. Là c'est exactement la même chose. Donc même s'ils ont perdu de la crédibilité et qu'ils savent pas trop pourquoi Horus a perdu, le World Bearers a toujours ce pressentiment des choses ne sont pas arrivées par hasard, et il y a forcément une réponse à ça, il faut trouver. Et on va la trouver différemment. Donc il y a comment on appelle ça, un thème qui est expliqué, la grande inversion, c'est ça. En français, c'est la grande inversion. Et en fait, ça explique le retrait massif des forces du Warp, de manière générale. Et ça, c'est un gros choc parce qu'ils savent pas comment le traiter. Ils savent pas comment l'interpréter et ils savent pas comment vivre sans. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, et cette question de on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça va jouer sur le mental des loyalistes et sur le mental des renégats. Donc ça c'est quand même intéressant. Que j'ai un peu regretté, c'est qu'on n'apprend pas trop ce qui se passe du côté Blood Angel. On en parle à plusieurs reprises, mais plus comme ils ont perdu leur Primarque. On va pas annoncer à toute la galaxie que Sanguinius est mort. Donc on sent que ça va être pour un prochain tome, j'imagine, où on va un peu plus rentrer dans le détail des Blood Angels, parce que mine de rien, c'est aussi les grands perdants du siège de Terra. Et ça manque. C'est une des choses que j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Concernant les Imperial Fist aussi, le truc qui est intéressant, c'est la nouvelle génération d'Astartes, qui est plus rigide, qui est mise en place en partenariat, on va dire, avec les recrutements. Maintenant, il y a un psycho-endoctrinement qui est beaucoup plus violent et qui les rend plus mécaniques, plus comme des robots et avec moins de personnalité. Donc on sent qu'il y a vraiment un changement drastique dans la manière dont l'Adeptus Astartes recrute ses nouveaux participants. Donc on sent que voilà, les Space Marines du post siège de Terra vont être plus malléables, dans le sens plus malléables, c'est toujours relatif, mais disons qu'ils vont avoir moins tendance à discuter les ordres et avoir une personnalité distincte. Ils vont plus être des clones que des frères de bataille. Ça va rester des frères de bataille, mais il y a cette nuance, et c'est bien expliqué, où on voit que l'endoctrinement est distinct, et donc beaucoup plus éprouvant, évidemment. J'ai aimé aussi l'aspect psychologique et les répercussions spirituelles des personnages qui peuplent l'univers. On n'a pas le temps de se reposer pour bien penser les événements, on est vraiment dans un mode survie, comme avec Ortag. Et en parallèle, on a les primarques qui se sentent moins censurés, parce que les primarques, ils ont toujours suivi soit le maître de guerre, soit l'empereur, soit indirectement le sigillite et les seigneurs de Terra. Là, les primarques, ils sont en roue libre complètement, quoi. C'est pour ça que c'est le bordel aussi. Donc la grande inversion. Mais pour ce qui est de la mentalité et de la force psychologique qui est imposée, chacun essaye d'imposer son avis avec plus ou moins de réussite. Mais je voulais revenir sur le fait qu'on n'a pas le temps de se reposer, et que on se met vraiment à leur place, et que au niveau des thèmes, il y a beaucoup de questions. En fait, l'un des thèmes principaux de ce roman, ce sont des questions. Il y a tellement de questions. Est-ce que l'empereur va se réveiller ? Est-ce qu'il peut parler ? Est-ce que le Warp a complètement disparu ? Est-ce que... Il y a plein de questions qui sont dites explicitement dans le livre,
ou à travers les personnages. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça défoule un peu. C'est-à-dire que quand on prend un roman comme ça, où on sait qu'il s'est passé des choses, mais qu'il y a plus de questions que de réponses, on veut avoir nos réponses. Et on va se battre pour avoir nos réponses. Et l'auteur, il arrive par ce procédé à désamorcer un petit peu cette excitation en nous disant les gars le savent pas non plus. Mais étant donné qu'ils le formulent avec leurs propres mots, ça passe. Bizarrement, le fait qu'il y ait beaucoup de questions qui demeurent encore à la fin du roman, ça passe parce que les personnages ont su les conceptualiser. Et ça, c'est plus quelque chose qui devrait être dans l'analyse narrative, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est intéressant parce que un des thèmes, c'est le questionnement. C'est qu'est-ce qu'on fait et sur quoi on peut compter maintenant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et le fait de voir que chaque légion ou que chaque représentant de légion fait face à un poids, à un héritage, que ce soit les Imperial Fist, que ce soit les Iron Warriors ou n'importe quel autre personnage, ils ont vraiment un lourd fardeau à traîner. Après, le truc qui est intéressant aussi dans les thèmes, c'est qu'on sent qu'on va s'approcher vers des choses qui sont un peu plus connues. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de la reconquête de Mars. Il y a aussi évidemment la cage de fer. Tout le monde est impatient de savoir quand est-ce que ça va être narré. Donc, je pense pas que ça soit fait dans le tome numéro 2, mais c'est clair que c'est dans cette saga, la Grande Purge, où on va voir l'affrontement de Perturabo et de Dorn dans ce fameux labyrinthe, et techniquement son ascension. Donc ça, évidemment, il y a déjà un petit peu des pistes qui sont balancées. La chose dont j'ai pas parlé encore, c'est Luna, qui est en fin de compte le satellite qui a été envahi, mais de façon brutale par les Sons of Horus, et à juste titre, étant donné la puissance qu'elle représente. Mais avant de parler de ça, il faudrait peut-être revenir sur un point central du roman, qui est le conseil. Donc on avait dit que d'un côté on avait Robert Guiman qui est un petit peu en stress parce qu'il sait que Dorn veut aller chasser les hérétiques, et il sait aussi que Leman Russ et Lionel Johnson vont débarquer sur Terra, et il y a de fortes chances que les deux votent dans la direction de Dorn. D'ailleurs, même Vulcan est prêt à chasser l'hérétique, et pareil pour le Khan. Mais ce qui fait pencher la balance, en fin de compte, ce sont les hauts seigneurs de Terra. Et les hauts seigneurs de Terra, en gros, ils mettent leur veto. Et cette scène, elle est franchement exceptionnelle, parce qu'elle explique que c'est pas Dorn qui décide, malgré tout ce qu'il a fait pour prouver son point, ça ne suffira pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il est décidé ? Il est décidé de d'abord reprendre Luna, le satellite. Et donc on va avoir un autre thème, c'est la victoire sans honneur. Parce que c'est là où c'est paradoxal, mais les ultramarines vont se battre sans honneur, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés trop tard, ils ont manqué le plus gros de la bataille, et là maintenant ils vont juste purger le satellite. Donc il y a une façon aussi d'écrire la bataille sur Luna qui est un peu, comment on appelle ça, douce amère. C'est-à-dire que c'est pas une vraie victoire. En fin de compte, ils font juste débarrasser le caillou de toutes les forces renégates en place, mais le mal est déjà fait, quoi. Donc ils récupèrent ce qu'ils ont perdu. Donc c'est très particulier de voir les ultramarines dans cette situation un petit peu paradoxale, de sauveurs, mais en même temps de sauveurs de... N'importe qui à leur place aurait pu faire le travail. N'importe quelle légion arrivée en retard, avec des effectifs conséquents, peuvent nettoyer n'importe quel territoire. Donc il y a ce côté un peu difficile à digérer du côté ultramarine, et en même temps c'est Roboute qui a son plan derrière, donc on peut pas non plus dire autre chose, et on est obligé de se lancer là-dedans. Donc voilà. Donc pour résumer, il y a en termes de développement de thèmes, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Il y a la place du warp, et la place des dieux, et la place de la religion au sein de l'Imperium qui doit absolument être revue. Il y a les thèmes de dissension entre primarques. On sait d'ailleurs par la suite que le codex Astartes, qui a été rédigé notamment par Gaiman, ça va poser un gros problème au moment de la division des légions en chapitres successeurs. Il va y avoir aussi un gros
gros bordel à ce moment-là, et c'est encore eux deux qui vont se mettre dessus. Donc la dissension entre frères est très 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 forte, d'où l'intérêt pour les seigneurs de Terra de les éloigner le plus possible de Terra pour reprendre le pouvoir, parce que qui sait ce qui peut arriver de nouveau. Donc ça c'est intéressant. Les thèmes, c'est comme je disais, chaque personnage, que ce soit le Worldbearers, le Iron Warriors, l'Imperial Fist, ou même le personnage des Égarés, des damnés, ils vont être des vecteurs idéologiques, et à travers eux, on va pouvoir suivre leur questionnement et leur quête de sens. Une chose que j'ai aimé aussi, c'est qu'à chaque début de chapitre, vous avez comme une introduction en italique qui va vous préparer le terrain, qui va vous pas prémâcher, mais qui va vous dire un petit peu de quoi on va parler dans ce roman. Et ça peut être soit des témoignages, soit c'est des extraits de livres historiques ou de ce genre de choses. Mais j'ai aimé cette manière de faire parce que ça permet de préparer le terrain et de se dire ok, là on va parler du warp. Ah, ok, là on va parler du sigillite. Ah, là on va parler des Astartes en général. Et chaque chapitre est comme à sa petite introduction. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, comme je disais, ça facilite la lecture. Et ça facilite surtout l'immersion dans le sujet parce que il y a tellement de thèmes abordés dans ce roman qu'on peut s'y perdre facilement. Et le fait d'avoir une remise en contexte à chaque début de chapitre, c'est comme ah ok d'accord, là on va parler de ça. Ah là maintenant on va parler de ça. Je trouve que c'était un style narratif assez efficace. J'en reviendrai là aussi un peu plus en détail dans l'analyse narrative qui est la prochaine. Donc voilà ce qui est pour les thèmes principaux. Analyse narrative. Alors là on va parler un peu plus du style de Chris Wright. Alors moi ce que j'aime chez lui, c'est que c'est une écriture relativement posée, plutôt froide, quasiment historique. J'aime beaucoup les dialogues. Dans ce roman-là, ils sont toujours tendus. Il y a une tension qui est permanente. Il y a beaucoup de non-dits, c'est-à-dire les personnages se parlent, mais les personnages pensent. Et on voit les réflexions qu'ils ont chacun. Souvent, ce qui se passe dans ce roman, c'est que la violence, elle va être dans les dialogues, elle va être dans les réflexions, elle va être dans les prises de parole, notamment quand les primarques se disputent sur la conduite à prendre concernant la gouvernance. C'est beaucoup plus violent en fin de compte que les scènes de bataille, comme j'ai dit un peu plus tôt, où par exemple la reprise de Luna va être relativement... j'allais dire non violente, elle n'est pas non violente, elle est extrêmement brutale, mais elle n'est pas... Non, elle n'est pas brutale en fin de compte. On pourrait la croire brutale, mais elle l'est pas. En tout cas, elle n'est pas écrite de cette façon. J'aime la façon dont l'auteur traite les personnages, c'est-à-dire qu'il y en a aucun qui se sent héros. On n'est pas dans les Résidorus, on n'est pas dans les Space Marine Battle ou dans du bolt porn. Aucun des personnages n'est héroïsé, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans le même panier. Qu'ils ce soit des traîtres ou des loyalistes, ils sont tous lambda, on pourrait dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous subi une usure psychologique profonde. Certains pourraient dire ouais, mais les ultramarines ils n'ont pas fait grand chose, ils devraient pas être usés. Ben si, ils sont usés parce qu'ils ont débarqué au moment où c'était fini. Donc il y a cette espèce de honte qui est pas exprimée ouvertement, mais qui est ressentie par tous les ultramarines, quoi. Donc ça c'est bien. Comme je disais, les dialogues sont bons. Il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de moments où il y a juste personne qui parle. Et c'est juste la situation qui parle à la place des personnages. Comme je disais, les ultramarines qui prennent le pouvoir, qui prennent le contrôle face à des Imperial Fist qui sont complètement lavés et séchés. Et on sent qu'il y a cette espèce d'incompréhension brutale, en fin de compte. Côté chaos, c'est un peu plus subtil, parce que, comme je disais, ils sont en mode de fuite et de survie, mais même là, les dialogues sont super drôles. Moi, je me souviens, il y a cette espèce d'incompréhension, et incompréhension qui sera éternelle entre le pragmatisme des Iron Warriors et
la spiritualité des World Bearers, et c'est drôle, c'est même ridicule à certains moments, parce que les deux ne peuvent pas se comprendre, ce n'est pas possible. Et les personnages qui les entourent, en fin de compte, ce sont un peu des faire-valoir. On va pas vraiment du côté traître, mais même d'ailleurs du côté loyaliste, on va pas vraiment avoir de prise d'opinion forte à part ces deux personnages. Donc, mais ça donne lieu à des dialogues qui sont absurdes. Je dirais le Iron Warriors, quand on lui fait des compliments, il pense qu'on est en train de le rabaisser. Et le gars est tellement pas habitué à être complimenté qu'il pense qu'on le rabaisse quand on lui fait un compliment. Ça, c'est très drôle. Et de l'autre côté, le World Bearers qui est complètement fanatique, qui est persuadé qu'il y a une réponse à tout, alors que non, il n'y a pas toujours une réponse. Donc, mais chacun porte avec lui un grain de vérité, sa vérité et sa façon d'interpréter le monde dans lequel il est actuellement, et c'est vraiment le cœur du roman, quoi. Le rythme est volontairement lent, hein, on va pas se mentir. C'est une construction plus que une exposition. C'est vraiment, on sent que Chris Wright essaye de nous raconter toutes les choses importantes, mais à un rythme digérable. Voilà, il faut que ça soit comestible, parce qu'il a beaucoup d'informations à nous donner, et en même temps il faut qu'il nous raconte ça sous un ton romanesque, c'est-à-dire qu'il faut qu'il nous raconte une histoire, il ne faut pas simplement qu'il nous donne des réponses. Donc il pose des questions et il développe, il construit les réponses, donc ça donne un roman relativement lent, mais si vous partez avec l'état d'esprit que c'est un roman politique, donc c'est pour ça que je le répète plusieurs fois, pour que les gens qui veulent voir du sang et des viscères, peut-être le prochain, mais pas celui-là, quoi. Donc si vous partez avec un état d'esprit plus géopolitique, j'irai peut-être pas jusque là, mais disons avec un peu plus de tenants et d'aboutissants concernant la gestion gouvernementale et militaire de l'humanité, bah là vous n'allez pas être surpris par le rythme du roman, et ça fait du sens. Pour ce qui est des batailles, il y en a pas beaucoup, mais elles sont de qualité. Elles sont un peu tardives dans le roman, c'est vrai, mais justement elles viennent pas accélérer le roman, parce que le roman il va garder son rythme du début jusqu'à la fin. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, mais les batailles vont venir pimenter, vont venir exploser certaines choses. Donc je pense notamment à la reprise de Luna, et ainsi que la bataille sur le satellite de Neptune à la fin, où il y a justement les World Bearers, les Iron Warriors, qui essayent de faire une espèce de rituel pour stimuler les dieux en fin de compte. Mais surtout la reprise de Luna, j'ai trouvé vraiment viscérale et très très bien écrite. Elle vient, elle accélère pas le roman en tout cas, mais elle vient lui donner de l'importance, un peu comme une conclusion, pas une conclusion, mais un peu comme une preuve de tout ce qui a été dit avant. Donc ça c'était quand même cool. L'efficacité des scènes de bataille de Chris Wright, elles sont vraiment bien, parce qu'elles introduisent beaucoup de dialogues. Et en général, on peut faire des bonnes scènes de bataille qui vont être très cinématographiques, on va avoir des descriptions, etc. Mais Wright, il arrive à nous mettre des dialogues dedans, ou des réflexions de personnages qui donnent corps à la bataille et qui la rendent plus grande qu'une simple scène d'action. C'est plus qu'une scène d'action, c'est une mise en pratique d'une mentalité. Et quand je dis ça, je parle surtout à Vardesh, l'apothicaire, Sons of Horus, qui a des répliques mais tellement cool jusqu'à la fin. Je veux dire, donc je rappelle que ça spoil là à partir de là, mais je veux dire les dernières phrases de Vardesh, elles sont géniales. Il y a l'affrontement qu'on sent un petit peu arriver entre Preto l'archiviste et Vardesh, et cette scène, moi j'ai trouvé c'est l'une des meilleures scènes du bouquin, avec évidemment le conseil de Terra. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, les scènes de bataille, ça rappelle un petit peu ce qu'est encore l'Imperium. C'est-à-dire que l'Imperium, ça reste encore une force militaire despotique extrêmement puissante et létale. Donc quand on envoie les Space Marines, ça suinte, c'est violent, quoi. Donc les batailles, elles viennent aussi rajouter un petit peu le piment qu'on attend de voir dans un roman de l'Hérésie d'Horus, ou de n'importe quel roman de 40 000, mais elle est faite de manière intelligente, et elle vient un petit peu récompenser le lecteur
d'avoir suivi les intrigues, et les batailles quand elles arrivent, c'est ok. Maintenant c'est la cerise sur le gâteau, on finit avec quelque chose d'un petit peu spectaculaire. Comme j'ai pu le dire en introduction, Chris Rea c'est quelqu'un qui est très efficace, qui arrive à donner de l'âme à ses personnages, qui arrive à maîtriser son rythme, que ce soit lors de dialogue ou de description. Moi je suis vraiment ravi que ce soit lui qui ait ouvert le bal. Il y en a certains qui auraient pu dire Dan Abnett il aurait pu ouvrir. Je pense que Dan Abnett c'est l'ancienne école, et que d'un moment donné il faut aussi laisser la place aux plus jeunes, et Dan Abnett n'a plus rien à prouver, et je sais même pas si c'est quelqu'un qui a envie de participer à cette nouvelle saga. Je pense que oui. J'espère qu'on le verra dans cette saga. De toute façon, on sait qu'elle va être multi-auteur, comme les Résidorus et le Siège de Terra. Mais je suis pas déçu que ça ne soit pas Dan Abnett, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va être raconté. Et je pense que Wright est un bon choix. Je suis très curieux du prochain tome. Je vais pas vous mentir que les auteurs de cette saga vont faire si la saga est bonne ou pas. Je vais faire un parallèle entre les Résidorus et le Siège de Terra. Je trouve que dans sa globalité, le Siège de Terra est de meilleure qualité que les Résidorus. Dans les Résidorus, il y a beaucoup de romans. Je parle juste des romans, je vais même pas rentrer dans le détail des nouvelles, mais il y a beaucoup de romans qui sont mal écrits, ou qui sont fades, ou qui sont... Mais dans le Siège de Terra, sur les 10 tomes, j'en ai pas un à l'esprit où je peux dire je me suis fait chier tout le long du roman. Il y en a certains qui sont moins bons que d'autres, évidemment. Après, c'est subjectif ce genre de jugement. Mais dans l'ensemble, le Siège de Terra est bon. C'est une bonne saga. Il n'y a que 10 tomes, on va dire. Donc on peut pas vraiment le comparer avec les 40 tomes. Mais si on enlève tous les recueils, on doit avoir une trentaine de tomes pour les Résidorus, de romans en tant que tel. Mais c'est extrêmement inégal. Et c'est pas inégal à cause de l'histoire ou à cause du primarque ou de ce qui s'y passe. Non, c'est à cause des auteurs. Il y a des bons auteurs, il y a des moins bons. Donc là, ça commence bien. On a vraiment un style agréable et qui arrive surtout à tout connecter. Je l'avais comparé à Imperium Secundus. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à connecter plein de questions, plein de trames dont on n'a pas toujours la réponse, mais il arrive à faire un livre qui résume, qui synthétise les questions. Il ne répond pas à toutes les questions, mais il arrive à synthétiser toutes les questions en un seul bouquin. Et ça, c'est une prouesse parce que c'est bien fait. C'est pas parce il arrive à le faire, mais de façon propre, de façon agréable à lire et qui vient piquer ta curiosité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez cet auteur. Donc c'est une écriture posée, mais très efficace. Et même si vous avez l'impression que ça prend du temps à démarrer, en fait, dès le début, ça démarre. Si vous vous mettez dans le bon état d'esprit, dès le début ça démarre. Jusqu'à la fin, on va avoir la cerise sur le gâteau, mais voilà quoi. Donc les combats qui arrivent un peu tard, la violence sèche, sans romantisme, mais avec ces espèces de dialogues entrelacés entre les personnages. Pas de héros dans ce roman, pas de héros. C'est que des perdants. Les loyalistes c'est des perdants et les traîtres c'est aussi des perdants. Donc c'est vraiment un roman intéressant à ce niveau-là. Moi j'ai vraiment plongé complètement dans cette histoire parce que c'était vraiment des losers qui se battent contre des losers. J'exagère à peine. Donc et ça je suis content que Chris Wright ait réussi à ne pas donner la part belle à l'un ou à l'autre. Ça, j'avais vraiment peur de ça. J'avais peur qu'on encense un petit peu trop le côté loyaliste sous prétexte que c'était des ultramarines et qu'ils avaient gagné la guerre. Parce qu'au final, ils n'ont rien gagné. Ils ont juste réussi à sauver les meubles. Et de l'autre côté, je voulais pas non plus qu'on mette les renégats et les hérétiques en mode on les a tellement saignés à blanc que on a gagné, c'est toujours la guerre. Ouais, mais non, vous êtes fait défoncer quoi. Et il y a personne qui s'y attendait. Peut-être une personne qui s'y attendait, mais ça, je le garde pour moi et peut-être dans un autre roman, on aura un peu plus d'informations là-dessus. Mais bref. Et donc encore une fois, le rythme qui pourrait peut-être en gêner certains. Qui sont pas trop habitués à des intrigues un peu plus politiques, mais encore une fois, des intrigues politiques, on n'est pas en train de lire Les Rois Maudits ou de la géopolitique contemporaine, ça reste quand même facilement lisable, c'est acceptable, c'est comestible, c'est ça que je veux dire, si vous aimez un petit peu
les Space Marines. En plus, les Space Marines, on les voit vraiment du début jusqu'à la fin. On voit le côté humain, bien sûr, qui va transparaître dans le roman, mais il est en second plan, quoi. Le premier plan, ça reste les Primarques. Je vous rappelle la première de couverture, c'est deux Primarques qui se mettent sur la gueule quasiment. Même s'il faut jamais juger un livre à sa première de couverture. Soyez-en bien conscients. Très important ça. Mais c'est ça dont il est question. C'est qu'est-ce qu'on fait? On a plein de questions, etc. Et ça, Chris Wright, il arrive vraiment bien à te mettre dans cette petite bulle d'incertitude, mais bien maîtrisée et bien juteuse, qui font que tu dévores le livre. Moi, ce roman-là, ça a beau être un pavé, ça a été lu très très vite. Je l'ai lu dans sa version originale, mais ça a été un vrai plaisir à lire, quoi. Donc j'espère que pour vous aussi, ça aura été quelque chose d'agréable. Mais voilà, Chris Wright, c'est quelqu'un qui est efficace et qui a dû ajuster son style aux thèmes. Et les thèmes, comme je vous dis, il y en avait beaucoup. Il fallait tous les centraliser pour en parler, mais sans trop en dire parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Et je trouve que là-dessus, c'est réussi. Moment clé et péripéties. Alors là, on va rentrer dans le croustillant. Je vais vous raconter un petit peu ce qui, moi, m'a fait voyager, qui m'a parlé. Donc, comme je disais, moi, j'aime beaucoup les mini-introductions à chaque début de chapitre. Ça introduit le thème qui va être abordé. Parfois, c'est des interrogatoires, notamment celui du Sons of Horus Vito, qui est pour moi priceless. C'est un guerrier Sons of Horus qui s'est fait capturer à la fin et qui a dû se faire interroger. Et des fois, ces prises de parole sont utilisées pour des introductions de chapitres, et je les ai trouvées vraiment pertinentes. Des fois, c'est des souvenirs, mais c'est agréable de remettre en contexte chaque nouveau chapitre. Donc je sais que le Vito, il m'a fait mourir de rire. Qu'est-ce qui m'a marqué ? Ce qui m'a marqué, ça a été aussi les égarés, les damnés. Même si on les voit pas souvent, il y a cette espèce de Julata, une cultiste démagogue qui est en fuite, et on voit un peu les flashbacks de la corruption sur son monde, etc. Moi, j'aime toujours avoir le point de vue humain. C'est bien beau les Space Marines, mais les humains, c'est aussi intéressant. Et son histoire, elle est pas intéressante, mais elle est mémorable. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, ils vont se balader, ils vont essayer de survivre, et ils vont se balader dans des ruines, et ils vont se retrouver nez à nez avec un Thousand Son, qui est dans un état lamentable, qui est en train de mourir tout simplement. Et il y a une discussion qui se passe entre les deux que j'ai bien aimée, concernant justement les dieux. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on n'a pas fait le bon choix? Les deux, ils sont complètement illuminés, donc c'est plutôt drôle, même si on sent qu'il y a un gros doute du côté de l'humaine. Mais toujours est-il que le Space Marine lui donne un couteau. Là, on parle d'un couteau de Prospero, c'est-à-dire le machin, c'est usiné à la perfection, c'est un artisanat, il y a des gemmes qui brillent. Enfin, le truc, le couteau, il doit être, évidemment, il est imbibé d'une énergie particulière. C'est un Thousand Son qui te donne ça. Tu te rends bien compte que ça vient avec le packaging magie. Mais étant donné qu'on est en pleine, comment on appelle ça déjà, la grande inversion, il n'y a plus cette magie palpable. Donc là, ce couteau, ça ressemble juste à un couteau. Enfin bref, toujours est-il qu'elle se balade avec ce couteau, et c'est finalement Abidemi, donc le Salamanders, qui finit par la récupérer. Il le récupère d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression que ça va fonctionner un petit peu comme le fusil de Tchekhov. Je sais pas, peut-être il y a des gens parmi vous qui sont familiers avec ce concept-là, c'est-à-dire que si dans un film on te montre un fusil à accrocher à un mur, il y a de fortes chances que un peu plus tard dans le film, on va se servir de ce fusil. Bon là c'est un peu la même chose. Il y a ce couteau, cette dague, qui est maintenant en la possession du Salamander. On n'a pas la réponse dans ce tome-là, mais peut-être que c'est quelque chose qui va être utilisé. Ça m'a marqué. Je ne sais pas si ça va être utilisé, mais ça ressemble à un fusil de Tchekhov, et je me demande comment ça peut être utilisé. Donc ça, c'est un truc qui m'a bien plu. Qu'est-ce qui m'a plu d'autre ? Oui, le côté improbable de Adraersis, l'apôtre Worldbearers, et de Hortag, ça on pouvait pas rêver mieux pour mettre en exergue l'esprit contradictoire des renégats après la défaite d'Horus. Donc ça c'est quelque chose qu'on suit tout le long du roman. J'ai aimé beaucoup la mise en contexte de l'arrivée du fils vengeur, donc de Reboot, et de tout ce que ça implique, c'est-à-dire la masse considérable de guerriers qui débarquent sur Terra
et qui impose le contrôle. Comme ça. Et à côté, tu vois des Imperial Fist, des Salamanders qui sont comme, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont cru qu'ils étaient chez eux. On sent cette tension entre les légions, et ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai aimé... Oui, dans les débuts du livre, il y a le cas du Warp, des démons et des dieux, qui discutaient à travers Cinderman et Xanthus. Et on sent qu'il y a un nouveau credo qui est en train qui va germer. Il est pas encore là, mais on sent que ça commence à... pour moi, ça sent le début de l'Inquisition, mais au sens très large. Donc, Cinderman, Killer, tout ça. Parce que Killer, on sait pas où elle est. Elle a disparu. Après ce qui s'est passé après le redémarrage de l'Astronomica, on sait pas trop où elle est. Mais c'est sûr qu'elle va popper d'un moment à l'autre. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que j'en ai déjà parlé, mais évidemment la division entre Dorn et Reboot, mais Dorn qui a cette croyance dans le chaos et qui essaie de mettre en œuvre quelque chose pour les éradiquer pour de bon, quoi, pour se préparer, quoi. Et il se dit que cette grande inversion, c'est l'occasion ou jamais d'attaquer les traîtres tant qu'ils sont faibles. Malheureusement, on va pas lui en donner l'occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui était sympathique? Ah oui, l'apothicaire Kriya Vardesh, c'est vraiment un Sons of Saurus qui se respecte, prêt à affronter la mort à l'épée, la mort à l'épée à la main, en emportant le plus d'ennemis avant de mourir. Lui aussi, il a un dialogue de fin avec l'archiviste ultramarine qui est super badass. Et voilà, je pense c'est le meilleur passage du roman, où c'est un Sons of Horus qui explique à un ultramarine ce que c'est l'honneur. Et alors là, mesdames et messieurs, que vous soyez loyaliste ou pas loyaliste, vous pouvez pas nier la badassitude de cette réplique. C'est excellent, c'est brillant. Et donc j'ai aimé toute l'histoire de Vardesh parce qu'il sait qu'il va mourir, mais tellement classe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui m'a marqué? Ça, ouais, le monde chaotique, ça m'a plus ou moins convaincu. Je trouvais ça sympa qu'il y ait un monde qui était capable de se camoufler comme ça, de camoufler sa masse, de faire croire qu'il était détruit en camouflant le visuel, mais pas la masse, justement. C'était quand même une bonne idée. Bon, après, les illuminés qui étaient dessus, ça c'est autre chose, ça ressemblait plus à un monde démon qu'autre chose, mais bon, il fallait pas s'attendre à autre chose au nom de Worldbearers. Ce qu'on aime, ah oui, Sigismund. Sigismund, j'en ai parlé rapidement, mais Sigismund, il est en mode déter, quoi. Je veux dire, il incarne de plus en plus le 41e millénaire, quoi. Comme on le connaît aujourd'hui avec la présentation par l'auteur, elle est noire, elle est froide, elle est impitoyable, elle est vraiment grimdark pour le coup, quoi. Mais c'est ce qu'on attendait de lui. Donc la nouvelle personnalité de Sigismund, elle parvient même à insuffler à Arcamus un aspect religieux et ça le pousse d'ailleurs à aller analyser les masses des lunes de Neptune lorsqu'il y fait halte, parce que c'est bizarre, quoi. Il fait confiance à son intuition, chose que Adrastis fait naturellement, qui même il l'encourage. Mais pour que Arcamus le fasse, il faut la discussion avec Sigismund. Donc c'est Sigismund qui lui dit waouh, ouvre tes chakras, mon frère, parce que là c'est plus une question de bataille classique. Donc ça m'a marqué. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien mené. Il y a un chapitre qui s'ouvre avec une définition du warp. Et ça, moi, j'aime toujours, d'essayer de mettre des mots sur quelque chose qui est difficile à conceptualiser. Donc, il y en a qui diront que c'est une justification, mais je pense qu'il y a quand même une bonne part de vérité, quoi. Mais le discours de l'apôtre Kalanam à Adrastis, il reste quand même cohérent. Il faut continuer à faire couler le sang pour régénérer les pouvoirs du warp. Et pour pouvoir le faire dans le système Sol, c'est encore un honneur, et il faut pas le gâcher.
Donc, donc c'est deux tarés qui se parlent, hein, on est d'accord. Les rires de folie en fin de chapitre sont un peu clichés, mais bon, moi ça m'a convaincu, ça m'a fait rire. Mais quand tu as les deux apôtres qui sont en train de se dire non, les démons, enfin le warp abattu en retraite, mais ça ne tient qu'à nous de les faire revenir. Donc nous, tant qu'on fait couler le sang, ça marche. Et tu sais quoi, on est toujours dans le système Sol. Donc let's go, it's time to party. Donc on va faire la grosse fête, on va continuer. Même si c'est le nôtre, hein, de sang, on s'en fout. Le but du jeu, c'est de continuer à faire couler du sang dans le système solaire. Et ça, c'est brillant. Ça, on s'en fout. Sanguinius, oui, on met un peu de contexte avec les fils de Sanguinius dans un des chapitres. On apprend qu'ils retournent au combat, mais ils ont peur de retourner combattre. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est la rage noire, on ne sait pas si c'est le fait que désormais ils sont instables et qu'ils ont peur de redevenir fous. Enfin, on voit qu'il y a eu un début d'amorçage pour les Blood Angels, mais c'est vraiment insuffisant et la tension retombe très rapidement. Ça, c'était dommage. C'est quelque chose que je me souviens qui était quand même dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, le dialogue entre les trois frères, entre Dorn, Russe et le lion, ça c'était rigolo à écouter aussi. C'était bien retranscrit, quoi. C'était qualitatif, quoi. Non, c'était drôle. Moi, j'ai bien aimé ça. Oui, il y a ça aussi, c'est une note que j'ai laissée. Il semblerait donc que l'empereur représente une menace pour les dieux du chaos, bien plus grande que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors évidemment, faire couler le sang via la guerre, c'est logique. Mais quelles sont les limites et comment s'y prendre pour nourrir ou affamer le warp ? Telle est la question. Oui, ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que dans le roman, on voit bien que l'empereur est une menace beaucoup plus grande que ce qu'on aurait pu croire. Parce qu'on se dit, mais c'est 4 dieux face à une espèce de demi-dieu, il n'a aucune chance. Mais l'empereur, non, est beaucoup plus potent que ce qui n'y paraît. Là aussi, c'est pas assez développé, donc on sait pas trop où est-ce que ça va aller. Mais c'était pas mal. Ouais, ça c'est concernant le lore, on apprend que c'est une petite partie des Océans de Terra qui sont au courant du besoin d'alimenter l'empereur en âme psychique. Ah oui, ça c'est un thème dont j'ai pas parlé, mais c'est vraiment, je voulais pas non plus spoiler, donc c'est bien que j'en ai pas parlé, c'est le fait que maintenant il faut sacrifier 10 000 vierges tous les jours, pour pas dire toutes les heures à l'empereur si on veut qu'il reste en vie. Et ça, il n'y a personne qui est au courant. À part les 2-3 trous du cul qui sont au pouvoir, il n'y a personne qui est au courant de ça. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle ils veulent récupérer Luna. Parce que sur Luna, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les vaisseaux noirs de la sororité silencieuse. Donc vous voyez, là, c'est des choses où là, on est vraiment dans il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié d'ailleurs, mais oui, en fin de compte, le fait que maintenant, c'est une situation qui est réelle, soit il faut sacrifier du monde pour le maintenir en vie. Donc Luna, ça freine un petit peu la croisade de Dorn, sauf que Dorn, il se rend pas compte que papa, il en a besoin, quoi, de ces sacrifices. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui était sympathique ? Oui, Cinderman, Killer, définitivement ça va être des personnages très importants dans la saga. Il va sortir un impérium religieux fanatique, comme on le connaît, en fait, c'est comme je reviens souvent, je parle que c'est les prémices de l'Inquisition. Et d'un autre côté, on se demande bien ce qui vont devenir les élus de Malcador. L'empereur et le Sigite ne gouvernent plus. Maintenant, ce sont juste des simples mortels, entre guillemets, qui se partagent l'impérium. On sait que les primarques, ce sont des généraux, plus que des gouverneurs. Et du côté du sigilite, on sait que c'est des assassins et que c'est les assassins qui vont permettre donc de remettre Hassan à la table des seigneurs de Terra. Mais qui dit assassin, on parle du 31e millénaire. Moi, quand vous me dites assassin, je pense à Konrad Kurz. Parce qu'on sait qu'il va se faire assassiner. Donc là aussi, il y a un gros morceau de lore à nous compter, n'est-ce pas ? Donc ça, quand j'ai vu que c'était les assassins qui étaient avec Hassan, je me suis dit, Conrad, il doit. Je sais que la dernière fois que j'ai lu de lui, il était perdu dans l'espace, mais lui aussi, il devrait se faire zigouiller. Alors quand, au niveau de la temporalité, est-ce qu'il va y avoir du retcon ? Aucune idée. Mais ça, c'est quelque chose qui est resté quand même dans mon esprit.
Et puis finalement, un des trucs aussi qui m'a marqué, c'est l'échec de Dorn, enfin le double échec, quoi. Non seulement il n'arrive pas à faire sa croisade, mais après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il mandate ses copains en disant, ok, trouvez-moi des preuves du chaos, que les vengeances démoniaques existent toujours, pour leur montrer qu'il faut vraiment focus sur l'éradication des hérétiques. Et ça marche pas non plus. Et pourquoi ça marche pas? Ça marche pas à cause de Perturabo. Et le gros clou du spectacle, mesdames et messieurs, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'était conscient, c'est Perturabo qui débarque sur la planète de Neptune. Je me souviens plus le nom de la planète de Neptune. Est-ce que c'est vraiment important? On me dit dans l'oreillette qu'on s'en bat les steaks. Bon, tant pis. Mais Perturabo qui débarque à la dernière minute, grâce au message de Ortag, parce qu'en fin de compte, Ortag envoie un message. Ça aussi, c'était pas dit explicitement, pour que évidemment la venue du Primarque soit plus surprenante. Mais non seulement il débarque, Perturabo, mais il rase tout. C'est-à-dire tout le rituel qu'avaient préparé les Wordbearers, c'est complètement annihilé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace de culte. Et on sait à quel point les Wordbearers, le moindre colis fiché, il est imbibé d'une énergie magique. Non, lui il débarque et il rase tout. Il dit non, c'est terminé, il faut pas toucher à ça, c'est trop tôt, on va rester en mode discret, on va se réunir et on va se refaire tout simplement. Et donc, bon, la surprise de voir le Primarque, renégat, ça fait plaisir parce que c'est le premier Primarque renégat qu'on revoit depuis le siège de Terra. Donc en fin de compte, il était juste en bordure, le garçon. Il était en train de regarder comment ça se passait le siège de Terra, mais il n'a pas quitté le système. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Donc c'est intéressant. Mais c'est pas tant ça. C'est pas tant la surprise de Perturabo. C'est le jugement de Ortag de son Primarque. La désillusion de Ortag quand il entend son Primarque dire « T'inquiète pas, on va se refaire. On va utiliser les démons à notre escient, mais pas pour l'instant. On va garder un profil bas. Et vous inquiétez pas, on va pas faire la même erreur que Horus, parce que Horus est faible. Si tu les écoutes, pour tout le monde, Horus est faible. Mais ils se retrouvent tous dans le même bordel. Mais bref. Et donc, on fera pas la même erreur, on va utiliser les démons à notre escient, et t'inquiète, ça va bien se passer. Et à ce moment-là, tu vois la déception dans les yeux de son fils, dans Ortag, qui lui dit « Mais même toi, t'as pas compris qu'on ne peut pas les maîtriser, ces démons, que tôt ou tard, c'est eux qui vont te maîtriser. C'est soit tu les détruis pour toujours, soit tu fais comme les Wordbearers et tu vas à 100% dedans, mais tu ne pourras jamais les contrôler vraiment. » Et cette espèce de mélancolie, tristesse, résignation qu'a le personnage vis-à-vis de son père, qui continue à être têtu et dans sa connerie, hein, parce que c'est une connerie, j'ai trouvé ça génial, parce que ça rajoute un aspect tellement dramatique aux Iron Warriors en particulier, de voir Perturabo continuer à faire les mêmes erreurs que les autres, mais en se pensant plus intelligent, plus pragmatique, plus fort que ses frères, alors qu'en fait non, les démons, c'est des démons qui t'utilisent, pas l'inverse. Enfin bref, ce passage, la façon dont il finit le roman, parce que ça finit littéralement sur ça, quoi. Peut-être pas le dernier chapitre, mais je pense que c'est vraiment le dernier bloc d'intrigue qui est distillé. Ah, c'est brillant. Ça finit avec une double défaite pour Ortag, parce que oui, il a réussi à survivre. Oui, il a retrouvé son Primarque. Et oui, il va le suivre quoi qu'il dise. Mais dans le quoi qu'il dise, c'est « My God, vous êtes complètement à côté de la plaque, mon père. » Et ça, c'était bon. Ça, c'était bon parce que, encore une fois, on se retrouve dans le paradoxe des personnages. Et ils sont vachement profonds, en fait. Ils sont tellement humains, ces personnages, qu'on ne peut que compatir. Je veux dire, à la fin, quand Ortag lui dit « Oui, monseigneur, je vous suivrai là où vous irez », dans sa tête, il sait que c'est pas correct, quoi. C'est pas bon, c'est pas la marche à suivre, quoi. C'est pas la logique, voilà. Le pragmatisme, normalement, il devrait vous faire comprendre que quand tu fais une erreur, tu fais en sorte de pas la répéter. Et ben là, son primogénitor, il est parti pour refaire la même connerie. C'est génial. Ça fait partie des scènes qui m'ont vraiment marqué et qui, je pense, font exploser le roman à la fin, parce que tu t'attends pas du tout à ça. Enfin, moi, personnellement, je m'attendais pas du tout à voir débarquer Perturabo, et encore moins
à le voir, comment on appelle ça, parler du chaos, et enfin de parler de son plan et de voir que son plan, bah, il est bancal, quoi. Qu'il y arrive ou qu'il y arrive pas, c'est pas vraiment ça qui est important. C'est la mentalité qu'il y a derrière, c'est son esprit qu'il y a derrière. De se dire, ouais, il faut utiliser les dieux du chaos, t'inquiète pas, moi je vais pas faire la même erreur que les autres, je suis plus fort qu'eux, je vais les maîtriser. Et tu vois la décomposition mentale du fils qui est comme, mais papa, t'as rien compris, quoi. Ça, c'était vraiment le clou du spectacle, de mon point de vue. Conclusion. Eh bien, vous l'aurez compris, hein, pour moi, c'est un incontournable. Premièrement, par son histoire, parce qu'elle raconte beaucoup de choses intéressantes. Deuxièmement, par sa qualité, parce que l'auteur arrive vraiment à lier les deux bouts et à nous pondre une œuvre majeure, cohérente et intelligente. Et troisièmement, parce que on sent vraiment que c'est une bonne fondation pour la saga. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils peuvent faire de la merde, ça, mais ils auraient pu commencer avec de la merde. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est vraiment un roman qui se lit bien, qui a son propre rythme, comme je l'ai déjà dit, mais qui d'entrée de jeu explique comment ça va se passer. Donc ça va être relativement lent, mais lent, c'est pas un point négatif être lent. Hein. Il y a des plans des choses, il vaut mieux être lent que rapide. Mais c'est vraiment la force du roman, c'est-à-dire qu'il va vous emporter dans différentes réflexions, dans différentes intrigues, des intrigues qui vont s'entrelacer, qui vont se croiser, qui vont se percuter. On a un conseil de terrain qui est génial, vraiment, qui est vraiment à la hauteur de la première de couverture. On a des personnages qui sont vivants, qui ont plein d'âme. On n'a aucun parti pris, c'est-à-dire que il n'y a pas de héros, il n'y a pas « ah, c'est les loyalistes les meilleurs » ou « ah, c'est les renégats les plus badass ». Les deux ont vraiment le meilleur des deux mondes. C'est une super belle introduction à cette saga. Évidemment, c'est une saga qui est extrêmement prometteuse parce que, au même titre que les Résidorus, il y avait beaucoup de choses à raconter. Là, il y en a quand même un petit peu moins. On va pas se mentir, les Résidorus et le post-siège de Terra, c'est pas vraiment comparable. Mais il y a quand même des grandes choses qu'on attend. Moi, j'ai parlé de la cage de fer pour citer qu'elle, mais il y a la reconquête de Mars, il y a la chasse de Fabius Bill, il y a plein de petites choses comme ça. D'ailleurs, je pense que je les ai notées juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. On a donc ça, on l'a vu. Ah, c'est ça, c'est les Salamanders qui vont traquer Fabius Bill, on est quand même curieux de voir ça. On a les Dark Angels et les Blood Angels qui doivent chasser les forces du chaos du secteur de Cadian. On a Alpharius ou Omegan qui est censé être tué par Robout sur Escrador, je crois. Donc là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y a le Jakatai Khan qui est censé se perdre dans la Webway, donc la toile spectrale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai dit l'assassinat de Conrad Kurz, ça on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et on a aussi le final, ce qui devrait être le final de la saga, c'est Robout Guiman qui est blessé par Fulgrim et qui tombe dans le coma. Donc ça serait la boucle qui est bouclée. On n'y est pas encore, hein, évidemment, hein, mais bon. Il y a beaucoup de choses à raconter dans cette période-là, et en même temps, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter par rapport à les Résidorus, et en même temps c'est génial parce qu'il y a de fortes chances que les auteurs nous inventent des nouvelles choses, des choses qui n'étaient pas dans le lore auparavant, et qui vont être ajoutées maintenant. Donc si vous avez l'esprit un petit peu aventurier, que vous avez aimé les Résidorus et le siège de Terra, sachez que ce tome-là n'a rien à voir avec les deux autres sagas, mais que il est possible qu'elle soit aussi bonne, peut-être même meilleure, qui sait, on peut l'espérer, car elle va raconter des choses qui n'ont jamais été dites, et peut-être même des nouvelles choses croustillantes qu'on pourrait découvrir grâce à cette saga. Donc pour moi c'est un 5 sur 5, j'ai pas vu le temps passer.
Évidemment, il y a des choses que j'aurais aimé voir un peu plus développées, mais je sais qu'on peut pas non plus tout faire entrer dans un roman de 500 pages, hein, il faut être à un moment donné réaliste, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une saga. Mais voilà, si vous êtes un peu intéressé pour savoir qu'est-ce qui se passe après le siège de Terra, comment l'Imperium va réussir à se reconstruire depuis ses cendres, comment les Primarques vont se gérer les uns les autres, comment les traîtres vont survivre, parce que là, il n'y en a plus beaucoup des renégats, mine de rien, comment les Primarques vont se disperser, que ce soit du côté loyaliste comme du côté renégat, comment l'Inquisition va naître. Moi j'ai beaucoup d'espoir de voir l'Inquisition naître, les chevaliers gris, ce genre de choses. On avait déjà un balbutiement avec les chevaliers errants durant les Résidorus, mais c'était très latent en fin de compte. Donc là il n'y a plus de sigillite, il n'y a plus rien, il faut faire quelque chose. Et comme je vous dis, moi, Killer Sinderman avec l'Inquisition et en tout cas le culte de l'Empereur Dieu, il y a vraiment quelque chose à développer. J'ai aucune idée de combien de romans on va avoir, étant donné qu'on est, voilà, moi je fais cette émission, je l'enregistre ça début janvier 2026, donc j'ai aucune idée de ce qui va sortir. Je mise sur une 20aine de tomes. Peut-être moins, peut-être plus, ça dépend ce qu'ils vont nous raconter. Je ne sais pas s'ils seront tous de la même qualité, de la même longueur, parce que c'est quand même un gros morceau, 500 pages. Mais voilà, j'espère que cette émission critique vous aura plu, qu'elle aura su soit vous donner envie de lire, soit démystifier certaines choses. En ce qui me concerne, c'est une réussite totale. J'attends le prochain avec impatience. Et évidemment, je vous en ferai le retour en critique écrite et en critique podcast émission pour le plaisir de tous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente lecture et je vous dis à la prochaine.